Oui, merci. Je suis très honoré d'intervenir dans ce congrès et dans cette instance en relation avec cette instance qu'est le Conseil scientifique. Donc pour me présenter, je collabore avec le département de médecine générale de Clermont-Ferrand, donc on est massivement représenté ici avec Hélène. Ma première grosse recherche en anthropologie de la santé portait sur l'épidémie de sida au tout début de l'épidémie. Alors j'avais pensé faire cette intervention en faisant une comparaison entre l'événement que ça avait été à l'époque et l'événement qu'ont été les vaccinations aujourd'hui, mais bon, ça nous emmenait trop loin. Ce qui était intéressant dans l'épidémie de sida, c'est d'abord que c'était une épidémie, une vraie épidémie, si on peut dire. Et ensuite que pendant un certain temps, on n'a eu aucune explication scientifique sur l'agent de cette épidémie. Donc j'étais dans la région où je travaillais, envoyé en exploration en tant qu'anthropologue dans ces tribus qui tournaient autour de la maladie. Et c'était une ambiance assez intense et qui n'est pas sans rappeler, bon, je pense que c'est quand même un peu moins chaud aujourd'hui autour de la vaccination, mais il y a un peu la même idée de débat public autour d'une maladie. Je travaille, j'accompagne des thèses en qualitatif au département de médecine générale. Je collabore assez régulièrement avec le GRUMF, donc je suis d'assez près la manière dont le qualitatif est travaillé parmi vous. Et j'interviendrai donc ici, en tant qu'anthropologue de la santé évidemment, en tant que patient, père et grand-père de patients. En ayant la démarche qui est la particularité scientifique de l'anthropologie et des sciences humaines en général, enfin particulièrement de l'anthropologie, la scientificité de l'anthropologie, vous le savez, ça repose sur un mode d'expérimentation qui consiste à aller travailler, rencontrer avec les gens, travailler avec les gens, rencontrer les personnes et ensuite prendre de la distance. Ce mouvement de distanciation est important parce qu'on a un peu tendance à l'oublier dans les travaux qualitatifs. Prendre de la distance pour avoir une vision globale. La vision globale étant l'approche qui a été choisie pour ce congrès pour aborder l'extension de l'innovation. Donc, mon intervention est complémentaire avec le remarquable travail qu'a fait Henri Partouche, remarquable et considérable, que je trouve intéressant parce qu'il mélange des données d'origine quantitative et des données d'origine qualitative, ce qui n'est pas toujours très facile à faire. Alors, je ferai d'abord une remarque introductive pour vraiment là, partir de très loin avant de passer à des petites histoires. C'est que on est passé très rapidement d'une période où on était dans la pénurie en ce qui concerne les maladies qui sont concernées par les vaccinations. C'est-à-dire dans toute l'histoire antérieure à la révolution biomédicale, la rougeole, bon, je ne parle pas de la peste, etc. C'était une catastrophe qui terrorisait les gens. Et en une demi-seconde, à l'échelle historique, on est passé à un moment où on a pu traiter ces maladies. Et en fait, on est passé de la pénurie de ressources à l'abondance de ressources. Et on est maintenant dans cette époque d'abondance de ressources. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on se culpabilise par rapport à l'intérêt qu'on porte, à la manière dont on aborde la vaccination 150 ans après l'époque où il n'y avait pas de vaccin. Juste pour signaler que ça modifie quand même sensiblement la manière d'aborder les choses. D'abord, ça ouvre un éventail de possibilités énormes, immenses. Et deuxièmement, ça introduit des nouvelles manières de faire dans lesquelles se retrouve le débat, la discussion, les échanges pour pouvoir faire face à la complexité. Donc voilà, c'est cette question de ce que ça induit justement comme transformation que je voudrais soumettre à votre
discussion aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on est là? Oui. J'ai fait un diaporama qui, vous verrez, n'est pas trop lourd. Hein. J'ai eu, comme je sais que vous avez vu des milliers de diapos jusqu'ici, j'en ai fait 4. L'autre jour, mon petit-fils m'a rendu visite et c'est un garçon qui pose beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions et il argumente. Donc ça fait des conversations à n'en plus finir qui sont passionnantes. Des fois, quand il est tard et que j'ai envie d'aller me coucher, mais je lui dis et il me dit... Alors l'autre jour, il me dit... parce que je m'étonnais qu'il pose autant de questions, qu'il discute, qu'il délibère comme ça. Mais je lui dis, mais toi et ta génération, c'est bien ça que vous avez voulu, vous êtes battus pour ça, pour pouvoir prendre la parole, pour qu'on puisse discuter, pour que les enfants soient éveillés, autonomes, attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Alors je ne pouvais pas lui répondre autre chose que oui, évidemment. Là, quand j'entends des fois des conversations de gamins de 3-4 ans, ils ont des conversations quasiment d'adultes. Hein. Ils pourraient vous parler de l'épigénétique et du microbiote sans difficulté. Donc, on est arrivé à ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a des enfants et des adultes intelligents qui posent des questions, qui se renseignent. Alors, ce que je veux dire par là, ce que je veux souligner là-dessus, c'est que on est dans une époque, alors j'en mets ma première diapo, où il ne sera plus possible, enfin disons que tout acte de soin peut être discuté avec les usagers. Alors j'ai appelé ça théorème avec des guillemets, un peu par... c'est une métaphore, évidemment, ça n'a rien d'un théorème, mais l'idée c'est de montrer qu'on a là une loi, quelque chose qui fonctionne au niveau socio-anthropologique comme une loi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, je n'ai pas de message à vous porter là-dessus. C'est ça, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Je dois dire que quand la même chose s'est passée dans mon domaine scientifique, il y a eu un moment où on s'est rendu compte que tout un tas de gens avaient une réflexion sur ce que c'est qu'être en société, ce que c'est que vivre ensemble. Je dois dire que ça m'a fait personnellement un choc. J'ai mis un petit moment à rebondir là-dessus et finalement à m'y trouver très bien. Je trouve que c'est passionnant de pouvoir discuter avec tout un tas de gens qui souvent ont lu de l'anthropologie ou de la sociologie, avec des professionnels qui ont une énorme réflexion souvent sur leur activité. Ça donne une autre dimension très, comment je pourrais dire, interactive au travail. Ça amène à modifier sensiblement les méthodes de travail, mais c'est intéressant. Bon, je pense que quand on a la fibre pédagogique, comme je suppose que c'est votre cas, on ne veut pas regretter que les gens à qui on s'adresse participent, discutent, soient éveillés, etc. Alors, ce que j'entends par... l'usager ici, c'est le patient, évidemment. C'est aussi les soignants, les médecins, les infirmiers, etc. Pour moi, c'est complètement inséparable. L'expérience usagée du patient et l'expérience usagée du soignant, ça va complètement ensemble. Donc, et cette idée que les gens ethnos en grec, maintenant participent au débat sur le soin, ça me semble quelque chose, un changement très important, je dirais même assez énorme. Il y a 20 ans, quand je faisais des enquêtes autour du cancer, on ne parlait pas du cancer, maintenant on parle du cancer. J'ai rencontré une personne âgée qui avait eu un cancer 20 ans avant, il me disait on n'en parle pas, et il dit maintenant j'en parle avec ma boulangère, avec tous les gens de ma famille, etc. Ça pose plus de problème. Donc on parle autour du soin. Alors ce que je voulais souligner au passage, c'est que cette parole, il faut la considérer comme étant vraiment très très large. On en parle par exemple au cinéma, je pense au cancer, il y a eu une série de films assez souvent très très bien faits,
qui donne à cette parole un écho à cette parole qui est colossal. Ça devient vraiment un phénomène culturel. Ça veut dire que la réflexion, elle se passe chez les scientifiques, entre les scientifiques, elle se passe chez les professionnels, mais il y a aussi un immense travail qui est à l'œuvre dans la société et à partir de... Enfin, on est dedans maintenant. Ça a été évidemment considérablement amplifié par la culture numérique. C'est que le début, il y a une intelligence interactive qui est à l'œuvre et si on ne tient pas compte de ça, c'est ce que je dis toujours dans les travaux qualitatifs, on n'est pas scientifique. Si sur un sujet, vous ne tenez pas compte de la manière dont c'est travaillé sur le web, au cinéma, dans les différents lieux, etc., on manque quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je trouvais l'intervention du CNGE sur la vaccination surtout documentée et accompagnée d'une recherche comme celle qu'a fait Henri Partouche, un acte vraiment remarquable, c'est-à-dire une intervention élaborée dans ce débat public qui est maintenant complètement incontournable. Alors, j'en viens au théorème numéro 2. Les problèmes de santé contemporains appellent une convergence entre la recherche biomédicale et la recherche sur les situations complexes. Donc ça rejoint l'idée de vision globale dont vous avez parlé précédemment. Il est plus, alors ça c'est quelque chose qu'on constate beaucoup en sociologie ou en anthropologie de la santé, c'est qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'aborder une question de santé, mais alors quelle qu'elle soit, vous pouvez prendre n'importe laquelle, sans poser en même temps les dimensions qui vont avec. Bon, il y a eu toute une législation qui, depuis le début des années 2000, a développé ça. Alors, je pense à la médecine centrée patient, je pense à l'éducation thérapeutique, je pense à la décision de fin de vie, aux soins palliatifs, où des procédures extrêmement élaborées pour introduire la dimension humaine dans la démarche ont été mises en place. Alors, le travail sur l'ambulatoire, le travail interprofessionnel et le débat sur les vaccins qui rentrent tout à fait dans ce cadre. Alors, pour maintenant rentrer un peu plus dans l'expérience, alors je parlerai d'abord dans mon expérience de patient. Donc je suis majeur, vacciné, et j'estime avoir mon mot à dire sur la question de santé, comme tout le monde. Alors, sur la vaccination, mon point de vue est assez simple, c'est effroyablement compliqué. J'ai étudié la question à la mesure de mes disponibilités et puis sans trop faire d'efforts, je dois dire, parce que je ne fais pas partie des gens qui ont envie d'être experts sur les questions de santé pour lesquelles ils sont suivis. Je me sens assez mal positionné. J'ai beaucoup de mal à prendre une décision ferme et définitive sur cette question. J'attends du médecin et de l'autorité publique qui m'aident à construire mon point de vue sur la question. Voilà, c'est ma situation. Alors, récemment, j'ai fait partie d'un jury d'une thèse qui avait pour thème « Facteurs influençant la décision pour la vaccination des enfants, le point de vue des parents ». Donc, c'était une interne qui avait travaillé avec un département avec un service de pédiatrie. Alors, évidemment, il y a énormément de travaux qui ont été faits là-dessus, que M. Partouche a défriché abondamment. L'intérêt de ce travail, c'est qu'elle refait le chemin elle-même personnellement pour sa propre formation et pour informer éventuellement les autres médecins débutants. Alors elle, ce qu'elle souligne, c'est l'ambivalence des parents, oui. Alors elle dit ça, multiplicité des facteurs qui interviennent dans la prise de décision, grande complexité de chacun de ces facteurs et ambivalence des parents. L'ambivalence omniprésente accroît grandement la difficulté pour les médecins de comprendre les patients et de les accompagner dans leurs décisions. Je cite toujours, la place de l'interprétation et de la subjectivité est donc majeure dans la prise de décision. En effet, un argument en faveur de la vaccination pour une personne peut devenir un contre-argument pour une autre et il est alors plus difficile pour le médecin de comprendre les parents, ce phénomène étant peu accessible au raisonnement. Je pense qu'elle a touché vraiment là
les questions qui sont hyper connues en matière d'hésitation vaccinale, mais elle les formule avec une manière, comment elle, jeune médecin débutante, vit les choses. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans son travail, c'est qu'à ce moment-là, elle fait un pas de côté et elle entre dans la démarche de distanciation qui est bien celle de la démarche qualitative qu'elle avait choisie. Et elle dit, on a affaire à une situation caractérisée par la complexité et l'incertitude. Donc ça veut dire que la question est aussi, qu'est-ce qu'on fait en tant que médecin généraliste dans une situation complexe et incertaine? Bon, une question qui a été aussi largement débattue et qui nous fait revenir à ce second théorème, l'idée que la réponse qui est en train d'être apportée actuellement à cette question de cet interne, c'est celle-ci. C'est-à-dire que désormais, l'innovation en termes de santé passe par la convergence entre recherche biomédicale et recherche sur les situations complexes. Alors, s'est passé un phénomène assez curieux, c'est que j'ai été sollicité par un journaliste et un chercheur, un post-doctorant dans une grande école, pendant que je réfléchissais à ça en discutant avec Henri Partouche, qui était très critique par rapport aux médecins généralistes. Alors, le journaliste voulait faire un article qui critiquait le fait que les médecins généralistes méprisent les patients. Elle avait des sondages, etc. Je lui ai dit, moi j'ai d'autres sondages qui montrent que les gens, en particulier l'IRDES, qui montrent que les gens, globalement, ont très largement confiance dans leurs médecins généralistes. Le doctorant, il travaillait sur la gouvernance dans le domaine ambulatoire, avec des positions qui me semblaient vraiment complètement archaïques, c'est-à-dire avec l'idée qu'il fallait, les médecins étant des libéraux, on ne peut pas les contrôler, donc il faut intervenir de manière... Bon, etc. Là aussi, j'ai eu une discussion avec lui. Mais bon, pour vous dire qu'il y a évidemment une discussion actuellement sur la place du médecin généraliste, qui est quand même en première ligne sur ces questions-là. Et mon sentiment, c'est que vous n'êtes pas assez visible là-dessus. Sur ces questions d'incertitude et de complexité dans laquelle moi je baigne en tant que patient, dans laquelle tout le monde est, parce que c'est notre société actuellement, les médecins généralistes ont une grosse réflexion. Alors je pense en particulier à tout ce qui a été fait en pédagogie. Bon, le président est intervenu en introduction de ce congrès là-dessus, en valorisant. Je pense qu'effectivement, l'énorme travail qui a été fait sur la pédagogie, qui touche à ces questions-là, n'est pas connu. Qui est-ce qui le connaît? Personne. C'est quasiment inconnu, hors du milieu dans lequel vous avez travaillé. Bon, on arrive à l'âge de raison, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Je pense que ça va sortir et ça va être apparent. Bon, il y a les récits de situations complexes, il y a les groupes d'études, etc. Il y a les thèses nombreuses sur ces questions. Il y a eu un congrès international de la Wonka à Bâle il y a quelques années sur l'incertitude et la complexité. Donc il y a vraiment une énorme réflexion de la part des généralistes là-dessus. J'ai vu qu'il y avait aussi des interventions dans ce congrès-là. Il me semble qu'elles ne sont pas, de mon point de vue, suffisamment visibles et lisibles. C'est ce qui, à nouveau, rend remarquable, je pense, l'intervention sur la vaccination. C'est que là, on avait une intervention élaborée avec derrière tout un travail à la fois quali et quanti, etc. À l'époque où ce qui se dit dans le débat culturel général sur la santé, que les médecins généralistes interviennent sur une question complexe comme celle-là me semblait vraiment intéressant. Alors avant de terminer, je voulais vous citer Nicolas Revel. Je ne sais pas s'il vous a parlé de ça, je pense qu'il vous en a parlé, j'étais pas là. Il dit, dans un entretien, en termes d'organisation du système de soins et de modalités de prise en charge des patients, il existe en France une réelle capacité d'innovation.
Les acteurs de terrain sont porteurs d'initiatives nombreuses, très diverses et souvent intéressantes. Pourtant, on constate que ces innovations peinent à se diffuser plus largement, alors même qu'elles sont potentiellement porteuses de bénéfices pour les patients. Autant les innovations thérapeutiques liées aux nouveaux médicaments se diffusent très rapidement, autant les innovations organisationnelles sont aujourd'hui très bridées. Donc ça rejoint tout à fait le théorème dont je vous parlais là. Il y a effectivement, du côté de la recherche sur les situations complexes, une grosse demande actuellement dans tous les domaines, de la part des décideurs, de la part des professionnels, etc. Il y a une grosse offre, il y a beaucoup de gens qui ont des éléments là-dessus. Je pense aux sciences humaines, je pense aux sciences de la gestion, je pense aux méthodes agiles qu'utilisent les constructeurs de logiciels, donc qui pénètrent de plus en plus. Là, on est encore une fois dans le traitement de situations complexes et l'intégration dans le soin. Voilà, je voulais terminer par cette citation de Nicolas Revel que je trouve absolument remarquable et d'une grande justesse. En conclusion, pour boucler tout ça, donc mon idée c'était de dire que les situations complexes sont désormais débattues sur la place publique à tous les niveaux et c'est une donnée culturelle, comme le disait Peter Drucker, Culture eats strategy at breakfast. La culture d'une organisation se régale de la stratégie au petit déjeuner, bon, pour montrer que dans une organisation, à notre époque, la culture de l'organisation et la position qu'elle prend dans la culture est quelque chose de décisif. Bon, les médecins généralistes construisent leur place actuellement dans la convergence entre sciences biomédicales et travail sur ces situations complexes et l'intervention sur la vaccination me semblait tout à fait remarquable de ce point de vue. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour et rebonjour. Merci beaucoup pour cet exposé et merci à un anthropologue de participer à notre réflexion, à ce travail. J'apprécie beaucoup personnellement. Ma réflexion, c'est sur votre affirmation, comme quoi tout acte de soin aujourd'hui peut être discuté avec le patient. Et moi, j'étais assez surpris en novembre 2009, au moment de l'apparition de H1N1, de la grippe A, cette nouvelle souche. On était harcelés de coups de téléphone en tant que médecin généraliste. Et en plus, on n'avait même pas le droit de vacciner, ce qui posait vraiment question. Pédiatre et généraliste, il y avait un plan hors sec, comme vous le savez. On était exclus de la vaccination. Et moi, ça m'avait un peu chauffé. J'avais fait cette réflexion que j'allais écrire un article pour mes patients. Donc j'ai écrit un article qui s'appelait « Docteur, dois-je me faire vacciner ? Un vaccin pris en grippe ». Et cet article est paru le 20 novembre 2009 dans Le Monde, avec aussi un anthropologue qui avait écrit, un psychiatre qui avait écrit une réflexion sur quel principe de précaution. C'est un article en miroir qui avait été publié. Et bon, j'étais très content de moi. J'avais donc écrit cet article et mis dans ma salle d'attente. Il est toujours en ligne. Et je me disais, ça va répondre aux questions de mes patients. Mais ça continuait. Docteur, dois-je me faire vacciner ? Et j'ai été très surpris que les gens ils disaient, OK, c'est sympa ce que vous dites, discerner en telle formule, tel adjuvant, etc. Je ne sais pas s'ils comprenaient tout, mais ils disaient, mais vous, on a pleinement confiance en vous. Vous me le faites ou vous ne me le faites pas ? Et donc, moi, je vous interpelle en tant qu'anthropologue. Je trouve ça, oui, c'est passionnant de discuter, d'ouvrir des débats, etc. Mais c'est la même chose pour le vaccin ou même pour les statines et tout. Je suis assez étonné qu'une partie de la patientèle, ils ont tellement confiance en nous que cette partie-là, ils ne nous demandent pas trop d'explications, ils nous demandent de faire l'acte parce qu'ils sont engagés avec nous. Voilà. Et je voulais avoir le retour de l'anthropologue sur ce que je dis. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous le pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Oui, c'est drôle parce que dans le jury dont je parlais, on a eu une discussion là-dessus parce que la thésarde avait dit la même chose que vous. Elle dit les gens ont une confiance aveugle
en le médecin. Alors je lui ai dit, c'est le... Bon, dans un jury de thèse, on essaie de dire les choses gentiment, c'était pas méchant. Je pense pas qu'ils aient une confiance aveugle, ils ont confiance. Ils ont confiance parce que, pour un ensemble de raisons, ils vous voient de près, ils savent que vous êtes en relation avec eux, plus ou moins à leur écoute, en fonction du temps dont vous disposez, et donc ils s'en remettent à vous. Mais en même temps, comme vous le dites, vous avez reçu des dizaines de coups de téléphone. Donc c'est une confiance qui est une confiance éveillée. C'est-à-dire que si le sujet se complique, attention, je ne pense pas qu'ils vous diront oui docteur, ok docteur. Hein, moi, je repense à l'époque de l'épidémie de sida où les malades et les patients et les associations attaquaient, mais vraiment au tout début, après ça s'est beaucoup rangé, attaquaient véritablement le corps médical, la faculté de médecine, les institutions publiques, en disant « mais vous nous cachez des choses, comment ça se fait qu'on n'a pas la réponse ?» Enfin, bon, des choses comme ça. Donc je veux dire, attention, quand les gens vous disent qu'ils font confiance, ils font confiance. Je pense simplement qu'ils ont confiance en vous. Mais je crois que c'est une confiance éveillée qui ne dort que d'une oreille. Et je pense que vous avez parfaitement eu raison d'intervenir publiquement sur la question. Alors l'anthropologue, c'était peut-être Keck, non, qui a intervenu là-dessus? Ah oui, ok. Mais éventuellement, effectivement, en collaboration, moi je vous invite, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, à coopérer avec des gens des sciences humaines là-dessus. C'est ce qui se fait maintenant, je vois autour des épidémies d'Ebola, du regain d'épidémies de peste à Madagascar. Systématiquement, maintenant, il y a une intervention médecin-anthropologue. Il y a une équipe de veille sur les épidémies émergentes ou réémergentes qui est un réseau composé de médecins et d'anthropologues. Donc je pense que là, il y a des ressources énormes qu'on ne connaît pas du tout. C'est pour ça que je citais la citation de Nicolas Revel. Il y a des ressources énormes en matière d'intervention en situation complexe que je prêche pas pour ma paroisse parce que les anthropologues et les sociologues ne sont pas les meilleurs défenseur de ça. Ça passe par tout un tas d'autres canaux et je pense qu'il faut... les ressources sont là, quoi. Il faut puiser dans les ressources énormes dont on dispose sur la manière de traiter les situations complexes, en particulier, alors une technique classique que reprend Revel, c'est l'idée d'avoir une autorité qui cadre et après on laisse faire. C'est-à-dire on accompagne, on suit l'initiative des gens. Hein, je pense que dans ce domaine-là, comme en pédagogie, c'est pareil. Maintenant, vouloir programmer complètement les choses, c'est complètement anachronique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, à l'époque de la complexité qu'on a maintenant et de l'individu réflexif, comme appelle Anthony Giddens et d'autres sociologues, c'est-à-dire l'individu qui est capable de réfléchir, qui est formé, informé, ne pas laisser la possibilité à l'acteur de terrain, qu'il soit patient, médecin, etc., c'est passer à côté d'une ressource d'intelligence. Ça fait longtemps que les grosses entreprises ont intégré, sont revenues sur la conception taylorienne de la prise de décision et intègrent pleinement les savoirs expérientiels. Alors, pour compléter... l'impact du médecin généraliste sur la décision du patient est très, très, très documenté avec des études, de larges études en sociologie quantitative, notamment par l'équipe de Verger à Marseille et d'autres, qui montrent des odds ratios très élevés. Notre étude aussi, Motivac, du conseil simplement, oui, moi je me ferai vacciner, du médecin sur la décision du patient. Et effectivement, ça a été un petit peu dans la décision d'obligation vaccinale, quelque chose qui a été un peu mis de côté, l'impact du conseil du médecin.